Culture Club, l'émission culturelle du Gob Radio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12e arrondissement. On se retrouve aujourd'hui pour notre émission Culture Club, donc une émission qui met en avant une pratique artistique ou un artiste. Et aujourd'hui, on accueille Lionel Guibou, artiste plasticien qui est exposé en ce moment même, du coup, dans la galerie Keller, dans le 11e arrondissement de Paris. Bonjour. Bonjour. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter en tant qu'artiste ? Ah, en tant qu'homme ou en tant qu'artiste ? C'est la même chose. C'est la même chose. Ce que vous préférez. Bon, on va quand même plutôt parler de l'exposition qui a lieu en ce moment à la Galerie Keller, effectivement. Donc plutôt de nature, de forêt. Et moi, je suis un homme de la nature, de la forêt. J'ai parcouru le monde pour essayer de la comprendre, cette forêt, de la retransmettre avec cet espoir que finalement, le rôle de l'artiste, c'est de faire voir de la beauté et que quand les gens saisissent cette beauté, après, on la respecte, cette beauté. Et du coup, on fait moins de mal à la forêt. Et comment est-ce que vous êtes tombé amoureux de la forêt, si on peut le dire comme ça ? C'est une histoire d'enfance. C'est une histoire d'enfance. Vous avez grandi à la campagne ? Pas du tout. Pas du tout ? Comment c'est venu ? J'ai grandi en banlieue parisienne, mais j'avais un papa formidable qui me prenait sur ses épaules et qui allait me faire respirer déjà ce qu'il y avait dans le jardin ou dans les forêts de Meudon et tout ça, me faire reconnaître les essences et ainsi de suite. Et tout ça. Bon. Et puis ensuite, aux grandes dames de mes parents, je suis devenu peintre parce que, comme tous les parents veulent que leurs enfants fassent de bonnes études. Et voilà. Oui, mais bon, j'ai fait des très bonnes études, mais sauf que ça me plaisait pas du tout. C'était des études de quoi ? Les pires. Assas, prépa, HEC, enfin tout ce que je n'aimais pas. Et puis comme je voulais construire un bateau, et puis que ce projet de bateau finalement n'a pas fonctionné, et bien du coup, on y croyait tellement qu'on s'est dit, on lâche nos études, mon copain et moi, lui était dans l'électronique, moi j'étais dans le droit, et on est rentré aux Beaux-Arts. Et on est devenu, lui, un sculpteur, moi, un peintre. Et puis ensuite, mon aventure de peintre, grande école abstraite l'école de Paris, dans la grande abstraction de Stahl et compagnie, et ceci et cela. Et ensuite, grand retour à la figuration dans les années 80, où je m'attaque au mythe grec. Et là, pour élaborer la structure physique des premiers géants d'Ouranos et de la Terre-Mère, j'ai fait des arborescences comme ça, et puis ensuite ces géants qui faisaient quand même plus de 3 mètres par 3, pour m'en débarrasser, je voulais les disloquer chacun dans un univers forestier, et du coup je me suis de nouveau intéressé à la forêt. Parce qu'il y a une coupure du coup dans votre intérêt à la forêt. Enfin, pour ce projet-là, du coup, vous vous êtes souvenu un petit peu de votre amour pour les arbres et la forêt, et vous avez dit, je veux le matérialiser dans ma peinture. Oui, c'est-à-dire que quand vous devez donner, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y avait jamais eu de représentation de ces géants. Et donc, j'ai dû élaborer une structure arborescente pour accrocher 100 têtes, 100 bras et 50 têtes à chaque fois, Cotos, Gigès et Briaré. Et ensuite, pour m'en débarrasser, parce que ça prenait tellement de place dans l'atelier, je me suis retourner de nouveau vers la forêt pour les libérer dans la forêt. Et ce qu'on peut voir aujourd'hui, ce sont des représentations de forêt avec effectivement un peu des traces de géants. Et comment est-ce que du coup vous présenteriez votre exposition aux auditeuristes qui ne l'auraient pas vue, qui est exposée actuellement ? Je les inviterais à une belle promenade en forêt. Et c'est vrai qu'il y a de quoi faire. Il y a 7 grands
format où on peut se perdre dans cette forêt. Il y a aussi d'autres peintures qui s'appellent 30 ans de réflexion. C'est-à-dire, c'est des paysages que j'ai commencé il y a 30 ans et que j'ai fini 30 ans après en les revisitant. Ensuite, il y a aussi des Natura Oscura qui sont sortis des voyages, parce que j'ai beaucoup voyagé en Chine, en Islande, en Lituanie, enfin à droite, à gauche, au gré soit des résidences ou des expositions, et qu'il y a une espèce d'inconscient collectif de ce qu'on peut ressentir face à un paysage, c'est-à-dire à la fois ce qu'on ressent immédiatement, mais aussi ce qui nous en reste. Et c'est très très curieux, parce que j'ai des gens qui vivent avec mes œuvres aujourd'hui, en me disant « Oh, bah là, écoute, mon ami, il habite là », ou alors « Oh, c'est la première fois que j'ai fait un baiser, mais c'était la même lumière, je n'y suis jamais allé ». Mais à travers cette espèce de quête que j'ai de représenter le paysage et tout ça, chacun s'y reconnaît d'une manière ou d'une autre. C'est ce qu'on peut appeler, en somme toute, l'inconscient collectif, quoi. Et par ailleurs, il y a Oscar Wilde disait une chose qui est parfois très mal comprise quand il dit que ce n'est pas l'art qui imite la peinture, ce n'est pas l'art qui imite la nature, mais la nature qui imite l'art. Oui, mais il faut finir la phrase dans la manière qu'on a de l'apercevoir. Or, si un Monet ne peint pas des meules, personne ne les voit. S'il ne peint pas des nénuphars, personne ne les voit. Et du coup, eh bien, effectivement, dans la façon que nous avons de percevoir la nature, eh bien, c'est la nature qui finit par imiter l'art dans la manière qu'on a de l'apercevoir. Et du coup, c'est extraordinaire, parce que art et culture ne sont qu'une seule et même chose, et nous ramènent à une promenade en forêt, enfin dans la nature, qui fait que grâce à quelques artistes qui ont quand même consacré leur vie à ça, et bien du coup, moi, le plus beau compliment que j'ai eu de ma vie, c'est un des collectionneurs qui est devenu évidemment un ami, me dit tu vois, depuis que je vis avec tes forêts, je ne me promène plus de la même façon quand je me promène en forêt. Et quand vous peignez les forêts, est-ce que vous puisez votre inspiration toujours d'un endroit que vous connaissez, un endroit réel, ou il y a une part de fantaisie? Alors, il y a les deux. Il y a les deux. C'est-à-dire qu'il y a du vu, du vécu. J'ai passé des nuits entières. J'ai une suite qui s'appelle les 24 heures de la nuit d'une forêt, comme de la nuit d'une femme. Enfin bon, c'est une référence littéraire. Mais c'est à la fois du vécu, c'est de la réminiscence, et surtout c'est une invitation au voyage. Et à revisiter tout le temps, parce que une forêt, même si vous la connaissez très bien, il faut toujours y revenir et y revenir. René Char disait, dans nos jardins grandissent des forêts. Ça, c'est très important. Mais dans une brindille, vous avez toute la forêt, c'est-à-dire qu'on passe du microcosme au macrocosme. Et même si vous renversez, si vous passez du vertical à l'horizontal, la moindre empreinte d'écorce peut devenir un paysage infini qui peut rejoindre l'estran et voire même la mer et l'océan. Et alors, quel arbre vous inspire le plus? Est-ce que c'est un boulot? Est-ce que c'est des pins? Est-ce que c'est des chênes? Mais c'est tous mes copains. C'est tous. Bah oui. Oh bah, le moins... Il y en a même que je n'arrive pas à nommer, mais de l'arbre à papillon au bouleau, très frais, qui est un arbre essentiel, parce que c'est celui qui donne naissance à la forêt. C'est-à-dire que le bouleau, il fait son travail, et puis quand il arrête, eh ben c'est les grandes essences qui poussent, les chênes, mais le châtaignier est formidable, l'hêtre extraordinaire, on peut le prendre dans ses bras, il vous fait un bien fou. Moi, j'embrasse beaucoup les arbres. Je vous ai parlé de mon papa qui m'emmenait pour humer et embrasser les arbres, les ressentir et ainsi de suite. Finalement, j'ai pas tellement grandi, sauf que j'y ai donné une forme picturale, voilà. Et par rapport à la forme picturale, justement, vous voyez entre plusieurs styles, c'est lequel qui vous caractérise le plus? Le style Guimou.
Je blague un peu. Non, mais c'est vrai. Je ne suis pas le premier à avoir traité de la forêt ou à avoir lu sur la forêt. Tout le monde s'est énormément exprimé sur la forêt. Ouais. Mais je pense que la forêt n'a jamais été plus en danger qu'aujourd'hui, en fin de compte. Et là, faut s'y coller. Parce qu'en fait, on est des... Vous savez, quand vous allumez votre appareil photo, il faut décrasser les capteurs. Ben, je pense que nous, les peintres, aujourd'hui, on doit décrasser les capteurs, ou les photographes d'ailleurs aussi, tout pareil, pour inviter et accueillir les gens dans ce monde extraordinaire de la forêt, pour déjà l'aimer. Et quand on aime, on respecte. Et quand on respecte, on défend. Et on se bat pour que cette forêt qui est si malmenée aujourd'hui, il n'y aura jamais assez de force et d'énergie pour la défendre. Et en plus, on a tout intérêt à le faire parce que s'il n'y a plus de forêt sur la Terre, il n'y a plus de vie. Il n'y a plus d'espèces, il n'y a plus de... la forêt amazonienne qui est c'est ça. Le poumon, son surnom, c'est le poumon de la planète. Ouais. Et alors, dans l'exposition actuelle de la Galerie Keller, c'est en collaboration avec un autre artiste. Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Il est formidable. Alors, je vais vous parler de l'histoire de cette exposition. C'est-à-dire que Matthias Schauwecker, grand artiste, peintre, plasticien, que je connais depuis plus de 30 ans. C'est-à-dire que quand il est rentré aux Beaux-Arts de Paris, moi j'en sortais. Et puis ensuite, comme on a travaillé avec les mêmes galeries, grâce à ça, on s'est rencontrés. Et j'ai toujours énormément estimé son travail, et lui aussi. Et c'est un peu le monde à l'envers. En fait, c'est Matthias qui m'a invité à faire cette exposition à Paris. Et Matthias Schauwecker, donc grand artiste berlinois, lui, alors, il travaille aussi sur la nature, pas spécifiquement sur la forêt, mais cette expo s'appelle Contraste. Donc l'idée, c'était pas d'être collé comme ça parce qu'on faisait... Non, tout au contraire, il a une approche totalement onirique de la nature à travers des champignons gigantesques avec des petits bonshommes qui se baladent autour. Moi, au contraire, on est dans la forêt, dans le paysage. Et lui, il est dans une espèce de fantaisie autour de la nature. Et ça, c'est formidable, parce que c'est vrai que la nature, c'est une invitation au voyage, mais c'est aussi une invitation au rêve. Et alors, Matthias, avec sa grande culture picturale en plus, parce que c'est un immense peintre, eh bien, lui nous invite au rêve. D'où le contraste. Voilà. Et puis le contraste est fait aussi d'autres choses. C'est-à-dire que moi, je travaille beaucoup en matière, parce que dans l'exposition, il y a des bronzes, il y a des œuvres sur papier, mais il y a aussi des choses très, très, très nourries, on va dire, physiquement. Parce que moi, je suis beaucoup dans cet aspect de l'incarnation. C'est-à-dire la chair dans l'œuvre, dans l'image, et ainsi de suite. Et Matthias, lui, il est plus dans l'élucubration, et il travaille avec des techniques qui sont, que je pratique aussi, mais qui ne sont pas les mêmes, qui sont des techniques plus fluides. D'ailleurs, tout ce qu'il présente s'appelle Fluid Dreams. Ok. Le rêve fluide, des rêves fluides. Ouais. Alors que moi, je suis plutôt, allez, va à la rencontre des arbres, touche-les, aime-les et promène-toi dedans. Voilà. Et par rapport à la technique artistique, laquelle est votre technique de prédilection ? Je n'en ai pas parce que, en fait, je convoque les techniques au moment où j'en ai besoin. Si j'ai besoin de faire de l'aquarelle, je vais faire de l'aquarelle. Si je veux de la lumière, je vais faire du pastel. Si je veux quelque chose de plus physiquement présent, je vais faire de l'huile. Et puis en plus, ça dépend des supports qu'on utilise et ensuite jusqu'où on va. C'est-à-dire, en fait, quand on commence une peinture, on sait quand on commence, on ne sait pas quand ça finit, comment ça finit. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que si on le savait, on ne le ferait pas. Ça n'a absolument aucun intérêt.
Et moi, je vais vous dire, ma chère amie, c'est que quand je rentre dans mon atelier pour faire une peinture, d'abord, j'ai très peur, parce que j'ai l'impression de n'avoir jamais peint de ma vie. Or, ça fait quand même plus de 40 ans que je pratique. Eh bien, et j'aime ça, c'est-à-dire que... Et je vois tous les maîtres autour de moi comme dans une corrida, Goya, Picasso, machin, ils sont tous là, ils disent... et regardez, bah tu vois, tu fais moi le malin maintenant, et ainsi de suite. Oui. Ouais. Et donc, et c'est ça que j'aime, parce que sinon, on refait ce qu'on sait toujours faire, et c'est pas très intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la recherche, c'est pas le résultat. Et typiquement, quand est-ce que vous avez commencé la première œuvre de cette expo ? C'est un processus sur le long terme. Il y a plus de 30 ans. Il y a plus de 30 ans. Il y a cette série qui est montrée à l'exposition qui s'appelle 30 ans de réflexion, avec d'ailleurs des réflecteurs fluo et tout ça, parce que ça fait partie de la réflexion. C'est des peintures que j'ai commencées, j'avais 20 ans, et je les ai finies comme le Christ 33 ans après. Voilà. Et puis les autres sont tout à fait récentes. Là, il y a des œuvres récentes, mais qui sont nourries de toutes ces expériences, de tous ces voyages, de toutes ces techniques. Quand vous me parliez de technique, quelle technique j'affectionne ? Est-ce que c'est le fusain ? Est-ce que c'est le lavis ? Est-ce que c'est l'aquarelle ? Est-ce que c'est la peinture à l'huile avec un long processus d'oxydation pour mettre couche sur couche ? Ça m'est égal. Ce qui compte, c'est que de pouvoir restituer, déjà ne pas lâcher l'émotion de départ et l'amener jusqu'au bout, et quelle que soit la technique. Mais ça peut aussi passer par la sculpture et le bronze. Oui, ce que vous faites aussi. Ou la performance, ou la live painting. Une des plus belles choses que j'ai faites, c'était sur les rêveries de Jean-Jacques Rousseau, où je faisais des toiles de 2 mètres par 3 en live on stage. En live. Tonight, voilà, tonight. Oui, voilà, c'est ça. Et alors, on parlait des maîtres. Picasso, Goya, tout ça. Lequel est le plus fort ? Ou en tout cas la source d'inspiration la plus forte ? Mais ils sont tous tellement forts. C'est trop difficile de choisir, mais j'ai une prédilection pour les anonymes. Pour les anonymes. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai une petite idée là-dessus, parce que là, je suis en train de vous parler des grottes de Lascaux, par exemple, ou d'Altamira. Eh bien, moi, j'ai quand même un doute. Parce que pendant que les gars allaient à la chasse pour nourrir leur famille, eh ben, je pense que c'était les femmes qui faisaient les peintures pour célébrer le courage, la force de leurs hommes qui rentraient avec le manger. Eux, elles s'occupaient des enfants, et puis elles faisaient des dessins. Alors ça, c'est une thèse. Moi, je suis pas un paléontologue du tout. Alors, je sais qu'il y a des grandes recherches, mais c'est une thèse dont je prends le risque. C'est que je crois que les plus grands artistes, avant que on ait tout l'art du roman, du gothique, enfin sans parler des pyramides, pour arriver jusqu'à la Renaissance, et puis nos impressionnistes, et puis nous maintenant, et puis les installations, parfois un peu à la con du XXe siècle. Maintenant, je ne sais pas ce que ça va devenir tout ça, mais moi je crois qu'il y avait des filles qui élevaient leur famille, qui avaient des enfants, qui célébraient le courage de leurs hommes, et c'était des grandes artistes. Et elles étaient dans les grottes de Lascaux ou d'Altamira. Voilà. En anonyme. Et ce sera les J'aurais bien aimé les rencontrer. Merci beaucoup d'avoir été au micro du GOP Radio. On rappelle que l'exposition Contraste, du coup, est exposée à la Galerie Keller jusqu'au 18 avril. C'est bien ça. Merci encore d'être venu, et merci aussi à la régie, au son et à l'image. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube du GOP Radio et de suivre le compte Instagram. Merci encore et à bientôt. Culture Club, l'émission culturelle du GOP Radio.